Aujourd'hui, nous sommes en avril 2025 et nous allons explorer les dernières nouveautés de mars 2025 de Google Gemini. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. A tout de suite. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu les nouveautés sorties chez Google récemment, mais il y a eu pas mal d'informations et de mises à jour intéressantes. On va explorer ça ensemble dans un petit tuto. Alors, tout d'abord, euh, si vous venez sur Gemini et que vous allez sur le bouton d'aide, vous allez voir qu'en fait, il y a les notes de mise à jour et il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites ici courant du mois de mars, avec notamment l'arrivée de Gemini 2.2 Flash Thinking, suivi de, donc ça c'était le 13 mars, le 18 vous avez vu arriver Canva, on fera quelques petites démos sur le sujet tout de suite après, et le dernier modèle qui est le Gemini 2.5 Pro. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire un petit tour parce qu'on a fait avec les collègues de la cellule Technopédia cette semaine. On a participé, on est allé à Liège et on a participé au Google EduDay organisé par l'EduLab et on a honnêtement vu des nouveautés super intéressantes. Je vous en parle tout de suite après. Nous allons parler principalement de Gemini dans son environnement Google AI Studio, ainsi que l'utilisation de Gemini pour le grand public. Et on fera aussi un petit tour du côté de NotebookLM. Je vais vous montrer maintenant brièvement quelques petites manipulations sur la génération d'images en utilisant Google AI Studio et puis après Gemini. C'est parti, on y va. Donc ici, je vais partir de Google AI Studio et je lui donne un prompt relativement détaillé qui me permettrait d'illustrer personnage en tout cas inspiré de l'univers mexicain du jour des morts. Et je me base en fait sur un artiste mexicain qui s'appelle Orlando Arochena, qui a créé quelques illustrations assez sympas sur le sujet. Et je lui ai donné un prompt assez précis pour qu'il s'inspire de ça et qu'il me génère des images. Alors dans Google AI Studio, on voit qu'en fait l'image est relativement simple, la qualité est moindre, on est proche d'une qualité de DALI 2, pas encore complètement DALI 3. Euh, on, est, euh, on est un peu en retrait par rapport à la qualité d'image. Là, je travaille sur l'environnement et les settings de Gemini 2 en mode génération d'images. Là où il est intéressant, ce modèle-là, c'est qu'en partant d'un seul prompt, on peut faire toute une série de modifications sur les images. Donc ici, par exemple, on voit que je peux passer d'une image à une autre image en faisant simplement un retry, un réessai. Il change légèrement l'aspect du visage. On voit que c'est pas la même chose. Par contre, il garde les proportions, il garde l'image de base. On n'est pas obligé de reprompter. Et ici, toujours sans reprompter, je lui demande simplement d'assombrir l'image avec des couleurs un peu plus noires et un peu plus rouges. Et on voit qu'en fait, on est toujours bien dans la thématique. Si je regarde mon image ici et la simple demande ici en ajoutant un fond noir et rouge, on se rend compte que on est clairement dans la même image. Il a simplement modifié quelques paramètres. Pour ça, Google AI Studio est quand même relativement intéressant à utiliser pour des petites retouches. On aura un meilleur résultat, c'est en utilisant le modèle de base, quelque part. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais maintenant venir sur Gemini. Si je reviens sur Google AI Studio, en fait, donc j'ai pris mon prompt qui est ici et je l'ai collé dans Gemini. Donc c'est exactement le même prompt là que dans Gemini.
Par contre, l'image est d'une toute autre qualité, elle est meilleure, on le voit bien. C'est pas du tout la même approche. Et ça, je ne me l'explique pas bien. Je sais pas pourquoi le Google AI Studio, qui est quelque part censé être plus percutant, plus efficace, ne propose pas des images de meilleure qualité. Peut-être que justement, ils veulent que ça reste de l'essai et ils mettent peut-être moins de puissance ou moins de disponibilité dans la génération d'images, ce qui serait quelque part un peu logique vu les ressources que ça demande et que ça génère pour l'image. Là où c'est intéressant dans Google AI Studio, c'est que moi j'étais parti en fait d'une image qui me plaisait beaucoup, je vais revenir dessus, elle est ici. Ça c'est l'image donc qui est dessinée par Orlando Arocena, donc c'est pas généré par l'ordinateur, c'est fait par l'artiste. On a une qualité d'image qui est quand même relativement intéressante. Et moi, je pars de cette image-là et je lui demande de me décrire l'image avec le plus de détails possible. Donc, toujours sur Google AI Studio, en gardant les settings sur Gemini 2 Flash en génération d'images. Et là, il devient relativement précis dans la création du détail de l'image. Et avec ce détail, je lui demande de me recréer un prompt hyper précis qui me permettrait, en utilisant un autre agent IA, de recréer le plus fidèlement possible ce type d'image. Et là, il me génère un prompt relativement détaillé que, à ce moment-là, je vais réinjecter dans Gemini pour pouvoir, euh, mais quelque part, m'inspirer de l'œuvre d'origine et essayer, en fin de compte, de la refaire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ici, la première fois que j'ai fait, je lui ai collé simplement le prompt, il n'a pas réussi à le faire. Par contre, il a retravaillé le prompt ici pour pouvoir après le réutiliser afin de répondre à ma demande. Et voici le prompt que je lui ai réinjecté la fois suivante avec ses propres réglages. Et là, on voit qu'on est clairement dans la même thématique avec cette femme guerrière. On voit bien les crânes qui sont en dessous, on voit bien le texte avec les images assez colorées à l'arrière. Et en changeant quelques petits paramètres, ben, on arrive toujours à garder une certaine qualité et une certaine ressemblance avec l'image d'origine. Ça, c'est pour Gemini Flash et AI Studio pour tout ce qui est interprétation d'image et modification d'image, analyse de l'image. Alors après, je suis resté sur toujours le modèle Gemini.2 Flash. J'ai essayé des prompts plus courts, où ici je lui demande de me générer une BD illustrant le métier de technicien en informatique. Alors il m'a fait deux petites bulles. Bon, le texte de la BD n'est pas absolument pas compréhensible, mais il comprend bien la demande. Le prompt est quand même relativement simple et on est bien dans un univers BD, on voit bien qu'il y a des cases et ça respecte la thématique là où c'est quand même enfin, le prompt est quand même super court et on arrive maintenant avec des prompts de plus en plus simples et de plus en plus courts à des résultats qui sont quand même assez surprenants. Un autre test que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un texte manuscrit, donc une image, et à partir de cette image, pouvoir le réinjecter dans un traitement de texte, et il a relativement bien corrigé, même s'il y a des petites coquilles à gauche et à droite. Là où par contre il a du mal, et quelque part je pense c'est logique, c'est que le texte qui est manuscrit ici, il y a des petits inserts, hein. On voit qu'en fait la personne qui a écrit est venue rajouter du texte euh, à un moment donné de manière manuscrite dans sa phrase, et ça par contre il ne sait pas le gérer et il vient le rajouter comme une nouvelle phrase. Alors j'ai bien tenté de lui donner une indication en lui expliquant que chaque fois qu'il voyait un accent circonflexe, hein, et avec du texte en dessous, il devait l'injecter à cet endroit-là. Il l'a fait une fois, je pense qu'il l'a fait une fois, mais après de nouveau le texte, il y a énormément de ratés, énormément de coquilles, donc ça n'a pas bien donné.
Là où par contre ça devient super intéressant, c'est d'activer, vous voyez ici le bouton Canva. Alors là, ici par exemple, je lui ai, donc là je suis passé en mode Canva, et de nouveau je suis resté sur une demande, une requête assez simple, où je lui demande de générer un exercice, enfin une série d'exercices de conjugaison de verbes irréguliers en anglais pour les étudiants de niveau 1. En faisant et en activant le bouton Canva, en fait, ça me permet, enfin, il me génère en fait une réponse qui est modifiable. Et donc, si je l'ouvre, on voit qu'ici, j'ai mon texte hein, dans la fenêtre, et effectivement, je peux venir ici sélectionner le texte, le mettre en gras, le mettre en italique, je peux même faire un export vers un document Docs et réexploiter cet exercice relativement facilement. Il me génère ma série d'exercices et il me génère mon corrigé juste en dessous. Et tout ça est exploitable avec l'option et le bouton Canva. Là où on va pousser un petit peu plus loin la demande, c'est ici. Je vais vous montrer. Donc ici, je suis toujours dans une requête Canva. Et là, je lui demande, et là c'est important de respecter cette nomenclature, je lui demande de générer un code HTML JavaScript pour apprendre le calcul d'adressage IP en informatique. Ça va relativement vite. Comme je lui dis que c'est pour apprendre le calcul d'adressage IP, il va même plus loin en m'expliquant comment fonctionne le calcul d'adressage et ce qu'il faut en faire. Et juste après, il me génère mon code et donc je vais aller ouvrir mon code. J'ai mon code ici qui est entièrement écrit en HTML en utilisant du JavaScript. Il me donne aussi ici l'explication du code sur la partie gauche, mais là où ça devient super intéressant, c'est que je peux basculer en aperçu et je vois directement, c'est exploitable, je vois directement mon programme, et mon programme, je peux le tester, je peux voir comment il fonctionne. Donc ici, par exemple, le calcul d'adresse IP, ben, je vais dire par exemple que je veux que mes ordinateurs soient dans un range d'adresse qui commence par 110, bon c'est technique, mais je ne rentre pas dans le détail. J'ai besoin de 5 ordinateurs maximum pour ce petit réseau, donc je dois à ce moment-là calculer un masque relativement faible. Donc je vais mettre par exemple mon masque à 250. Il faut comprendre que l'adressage IP va de 0 à 255. Ici, je vais partir donc de, pas de 0, mais de 250 à 255. Ça veut dire que quelque part, il me reste 51, 52, 53, 54, parce que l'adresse de départ et l'adresse de fin, on ne peut pas l'utiliser. Donc si je lui demande un calcul d'adressage IP, il devrait normalement me donner comme réponse 4. Et on vérifie, effectivement, j'ai bien la possibilité de connecter 4 ordinateurs. Donc c'est simplement pour vous expliquer que mon exercice fonctionne. Donc il part bien de l'adresse 10 et il s'arrête à l'adresse 15 puisque je suis sur un masque spécifique 250. Je ne rentre pas, c'est technique. Mais et il va donner des adresses spécifiques à mes ordinateurs qui seront comprises entre 11 et 14. Donc quelque part, mon calculateur d'adressage IP fonctionne avec une simple requête rentrée dans Gemini avec le mode Canva. Je pousse le raisonnement et l'exercice un peu plus loin. Donc j'ai moi cette fois-ci de récompenser mes étudiants parce qu'ils ont bien travaillé et s'ils ont fini l'exercice assez vite, ben, ils ont le droit de se reposer quelques secondes en faisant un petit jeu. Donc ici, toujours dans l'esprit en activant le bouton Canva, je lui demande génère-moi un code HTML/JS pour un jeu de type casse-brique. Vous voyez, encore une fois, le prompt est très 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 court. Il me génère en fait mon aperçu et si je l'ouvre, eh bien j'ai bien mon petit casse-brique qui est fonctionnel. Et si je regarde, voilà, simplement en bougeant ma souris, bah, il m'a généré mon petit jeu et il est tout à fait exploitable euh, en l'état. Je pense que là, on a de nouveau atteint certains sommets avec les IA. En tout cas, pour tout ce qui est programmation. Bon, je vais arrêter de jouer, je vais vous montrer le code. Voilà, le code qui est quand même relativement
long et complet, hein. Je pense qu'il fait un peu plus de 300 lignes. Voilà, 320 lignes. Eh bien, je pourrais très bien faire un copier-coller, générer ça dans un fichier texte ou éventuellement le mettre sur la page d'un de mes cours, par exemple sur une plateforme type Moodle. Je crée une activité page, j'insère mon code HTML et mon code HTML est tout à fait exploitable. Je vous montre ça tout de suite. Ici, j'ai poussé un peu plus loin. Alors, l'exercice que j'ai fait juste avant, je l'ai fait avec Gemini 2. Ici, ma requête est quand même relativement plus complète et j'ai dû passer en Gemini 2.5 parce qu'en Gemini 2 ça ne fonctionnait pas. Il a ses propres limites, ce qui est quand même quelque part un peu logique, mais quand on bascule en Gemini 2.5 Pro expérimental, on arrive à des résultats encore meilleurs. Je vous montre. Donc ici, je lui ai donné un prompt, ici, voilà le raisonnement. Donc ici, je suis de nouveau en 2.5, donc on peut aller voir tout son raisonnement, hein, ici, qui est expliqué pas à pas. Et voilà mon exercice, hein, qui est prêt pour mon cours de maintenance informatique. Donc il me propose mon exercice de reconnaissance de composants internes, puisque je lui avais dit qu'en fait le cours portait sur les composants internes de l'ordinateur. Et donc en fait voilà ma première série, donc question facile, parce que dans les contraintes, je lui demande 3 séries d'exercices, une facile, une moyenne et une difficile. Et donc j'ai ma série de questions faciles, donc, QCM, 3 questions, 2 questions ouvertes, ma série d'exercices en moyen, donc QCM, 3 questions, 2 questions ouvertes, et ma série difficile, 3 questions QCM, 2 questions ouvertes, avec dans la deuxième partie les réponses de chacun de mes exercices. Je trouve ça quand même assez balèze. Surtout qu'il ne m'a pas pris très longtemps. Il a quand même mouliné quelques minutes pour réfléchir à me sortir un exercice pertinent. C'est pour ça que je l'ai fait en avance et que je voulais pas perdre de temps sur la vidéo. Et puis après, j'ai poussé le raisonnement un peu plus loin en lui disant, ben, maintenant que tu m'as fait les exercices, génère-moi les exercices dans un code HTML, CSS, JS que je pourrais utiliser en ligne et mettre en ligne sur ma plateforme Moodle avec mes étudiants. Et donc, en fait, voilà le résultat, je vous le montre ici. Le code qui est bien généré et mon aperçu avec mes exercices. Je peux cocher effectivement dans mes questions. Je peux mettre du texte pour les questions ouvertes sans aucun souci. Et voilà, j'ai mes 3 séries de réponses. La série facile, ben, il a mis une couleur spécifique. La série moyenne, il a changé de couleur. Et la série difficile, il a de nouveau changé de couleur. Tout ça se retrouve dans l'explication donnée par Gemini 2.5. Quand même, ça vaut la peine de tester le prompt. Je vous le remettrai ici. Je vais mettre, voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez. Et tester vous-même dans Gemini 2.5, vous allez voir, le résultat est assez balèze, avec la possibilité de vérifier mes réponses. Alors, je l'avais testé évidemment dans l'environnement, mais comme c'est un aperçu, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié-collé ce code. J'ai fait ici un copier-coller. Et je suis allé en fait injecter ce code dans ma plateforme Moodle. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on va le faire en vrai. Donc si je viens maintenant sur un de mes cours, alors j'ai des cours qui me servent de test, hein, donc je vais chercher mon cours bac à sable, il doit être ici quelque part, voilà, cours test pour jouer avec Moodle, et ici voilà j'ai mes exercices, voilà, exercices sur les composants d'ordinateur, et voilà j'ai mon exercice qui est prêt à l'emploi. Alors je vais vous le montrer en vitesse, hein, mais pour vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà, je vais mettre n'importe quoi comme texte ici. Je le fais pour toutes les questions. Voilà. Voilà, encore ici. Hop, encore ici. Et si je lui demande de vérifier mes réponses, eh bien, on voit que, bah, effectivement, il corrige bien. Il me dit là où je me suis trompé. Il me donne le feedback avec la réponse correcte.
Même chose pour les réponses ouvertes. La réponse attendue, il donne une petite explication avec le feedback. Et j'ai possibilité, une fois que j'ai relu mes questions, éventuellement, il me donne un score de 0 sur 15 et je peux réinitialiser et relancer mes questions. Franchement, pour l'avoir essayé, vous pouvez adapter ça, je pense, pour à peu près n'importe quel type de leçon. Ça fonctionne relativement facilement. Et alors, j'avais testé aussi pour le fun, si jamais les étudiants avaient fini, ben, un petit bonus où ils pouvaient aller faire leur petite part de casse-briques en attendant de... Voilà. Voilà, et là de nouveau, petit bouton, rejouer, game over. C'est moins beau que sur l'aperçu, mais c'est fonctionnel. Voilà, on va maintenant passer sur Notebook LM. Quelques petites modifications, quelques petites nouveautés sont apparues sur Notebook LM. Je vous les montre tout de suite. Alors, je vais créer un nouveau notebook. Voilà. Et j'ai normalement possibilité d'intégrer des sources, soit avec des liens. Vous voyez, on peut injecter des PDF, du texte, du markdown, des fichiers audio, que ce soit en copier-coller ou depuis notre Google Drive via des liens ou encore une fois ici en faisant des copier-coller de texte. Mais il y a un petit bouton qui a fait son apparition dans Notebook LM, c'est découvrir des sources. Et là, je vais cliquer sur le bouton découvrir des sources. Et là, il me demande qu'est-ce qui m'intéresse. Et je vais lui dire par exemple je vais dire parle-moi de, je vais mettre des guillemets, l'évolution de l'intelligence artificielle de l'Antiquité à nos jours. Je ferme les guillemets et je lui envoie ma requête. Et là, en fait, il va lancer toute une série de recherches via Internet et voilà, il va me proposer des sources. Et en fait, l'avantage, c'est que ces sources-là, je peux soit les sélectionner une par une ou éventuellement tout importer. Alors, je vais vite passer en revue les titres pour voir si c'est pertinent par rapport au sujet que je viens de lui donner. Oui, ça a l'air. Hein, oui, oui, ça a l'air pertinent. Donc je garde toutes les sources. Il en a trouvé 10 et je lui demande d'importer les sources. 9 sources. Et donc je peux commencer à travailler, à poser des questions à Notebook LM sur le sujet qui m'intéresse. Donc ici, il l'a nommé Histoire et enjeux de l'intelligence artificielle. C'est pas mal parce que on travaille sur ce sujet-là avec les collègues. Donc ça peut être une bonne ressource ou un bon Notebook LM pour l'équipe. Alors je vais par exemple éventuellement lui demander de me générer un document de synthèse et il va, comme j'ai coché toutes mes sources, il va me générer un document de synthèse sur les sources que je lui ai données. Ça prend toujours un peu de temps. Voilà, ma synthèse est faite et voilà, je peux accéder à la synthèse de mes sources assez facilement. Je vais réduire. Je peux faire une FAQ. Voilà, il m'a généré ma FAQ sur base de mes sources toujours. Je peux créer un guide d'études. Voilà, avec mes petites questions, quiz de vérification, les corriger aux réponses, ainsi de suite. Voilà, c'est quand même pas mal comme fonctionnalité. Je peux créer une ligne du temps aussi. Voilà, donc normalement il m'a créé MacFreeze chronologique, on voit ici, hein, de l'Antiquité, l'époque des pionniers, l'âge d'or, la Renaissance et ainsi de suite. Et il me cite aussi les personnages principaux cités dans cette ligne du temps. Tout ça en partant d'une question posée évidemment à l'outil, hein, puisque maintenant il injecte et il donne la possibilité de faire d'utiliser l'IA dans le notebook LM, donc c'est plutôt pas mal. Et un autre outil qui a fait son apparition, mais qui était déjà là depuis un petit bout de temps, c'est la possibilité de générer des cartes mentales sur base des sources. Et ça, c'est relativement intéressant,
parce qu'à partir de la carte mentale, on va pouvoir aussi euh, questionner la carte mentale sur des sujets divers et variés. Donc voilà, il vient de me faire ma carte mentale, je vais ouvrir ma carte mentale et voilà. Donc il me parle de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai possibilité d'aller exploiter et examiner les origines, euh, les concepts fondamentaux, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, les applications, enfin bref, ça part dans tous les sens. Voilà, si je vais dans les défis et perspectives, je vais peut-être descendre et refermer un volet. Voilà, voilà. Justement, il y a une partie qui m'intéresse, qui est notamment tout ce qui est questions éthiques, parce que je dois travailler sur le sujet très bientôt. Ben, quand je suis dans ma carte mentale, je vais cliquer sur questions éthiques, et automatiquement, il va revenir dans mon notebook LM, et il va en fait commencer à faire des recherches et discuter en fait autour du sujet de l'éthique dans l'IA, autour des sources que je lui ai données. Et là, ça devient super intéressant de pouvoir justement mixer ces différents outils, que ce soit la carte mentale, les frises chronologiques, les FAQ. On voit qu'ici, on a des résultats et des rendus qui sont super intéressants. Donc, si je trouve que, par exemple, les réponses qu'il me donne par rapport aux questions éthiques sont pertinentes et m'intéressent, eh bien je peux aussi de nouveau enregistrer ça comme une note et je peux à ce moment-là, voilà, avoir une note de mise à jour avec tout ce qui est IA, enjeux éthiques, défis et perspectives et réexploiter ma note comme je le veux parce que tout ce qui se passe évidemment dans la colonne du milieu, si je réactualise par exemple, eh bien je perds le contenu. Donc c'est toujours intéressant de, une fois qu'on a une réponse dans Notebook LM, de pouvoir la sauvegarder au fur et à mesure. Mais je voulais surtout vous montrer cette petite fonctionnalité qui permet d'interroger au moment où on crée son notebook, d'interroger, de faire une recherche grâce à l'IA sur un sujet donné pour pouvoir exploiter le notebook LM. Et justement, je vais rebondir là-dessus pour pouvoir vous parler de l'exercice suivant. On va revenir sur Gemini et je vais rester sur mes enjeux autour de l'IA. Je vais maintenant basculer sur le Deep Search et je vais lui poser une question. Alors j'ai préparé l'exercice en amont parce que là par contre ça prend énormément de temps. Je pense qu'il lui a fallu entre 5 et 10 minutes pour me donner une réponse, mais vous allez voir la réponse qu'on a est quand même relativement balèze. Et donc je lui dis que je prépare un cours sur l'intelligence artificielle pardon, et que je cherche de l'information sur des sujets plus précis et je lui pose la question en lui disant mais voilà, quelle est l'évolution de l'intelligence artificielle de l'Antiquité à nos jours, puisque quelque part c'est là-dessus que j'avais challengé Notebook LM et que j'ai envie de créer en fait un support qui parle du sujet. Et donc en activant Deep Search et en lui posant une question relativement précise, il va en fait préparer un plan de recherche et il va faire des recherches. Voilà, je vais ouvrir ici le plan de recherche qu'il me propose. Et donc en fait, il va faire des recherches sur des sites internet en respectant en fait la question de base, il va analyser ses résultats et il va créer un rapport. Et en fait, cette partie-là, en fait, au moment où il me donne, parce que cette réponse-là arrive relativement vite, il la génère en quelques secondes, mais j'ai toujours la possibilité de consulter la pré-réponse, ou en tout cas le travail, le pré-travail qu'il va réaliser et éventuellement de changer ma question. Ici, j'ai considéré que ce qu'il me demandait ou les sujets sur lesquels il allait travailler étaient intéressants et pertinents et j'ai lancé la recherche. Ça a pris environ 10-15 minutes, mais vous allez voir qu'au bout de 10-15 minutes, il m'a donné un résultat assez bluffant. Et donc, il m'a en fait écrit, c'est limite un travail complet. Il m'a fait toute l'évolution de l'intelligence artificielle de l'Antiquité à nos jours en citant systématiquement une multitude de ressources.
et de sources. Donc ici, au niveau des racines, on a toujours possibilité d'aller voir ces réponses et voir sur quelle source il se base. Vous voyez que c'est quand même relativement complet. Et si on descend, voilà, ici, il me fait de nouveau une frise chronologique que je peux exporter dans un cheat, donc l'équivalent d'un tableur Excel. Euh, Même chose ici, hein, deuxième étape clé de l'histoire, toujours exportable sous forme de petit tableau. Donc le travail est quand même relativement bien structuré et relativement bien documenté, avec énormément de ressources. Et ici, à la fin de son rapport, il me donne toutes les sources qu'il a utilisées dans le rapport. Et vous allez voir qu'en fait, des sources, il y en a quand même un petit paquet. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi les sources qui n'ont pas été utilisées et qui sont ici de nouveau assez nombreuses. Et on peut voir aussi toute l'étape de son raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a travaillé pour pouvoir élaborer son travail de recherche. Et on voit ici les ressources qu'il a faites, qu'il a analysées et comment il a structuré le travail. Je trouve ça quand même relativement complet et intéressant. Encore une fois, je veux dire, ce dossier-là peut être, on le voit ici, exporté vers un Google Docs, mais en plus, il y a maintenant la possibilité de générer un résumé audio du travail que Gemini Deep Search a réalisé. Et donc je lui ai demandé en fait de générer le résumé audio. Donc en fait il fait exactement ce que NotebookLM fait quand on demande à NotebookLM de générer un podcast. Je vous remonte ici. Si jamais je voulais faire un podcast sur les enjeux de l'intelligence artificielle, ben, je pourrais lui demander de générer un podcast. Pour l'instant, les podcasts sont accessibles uniquement en anglais, mais dans NotebookLM, vous avez un bouton personnalisé. Et ici, si vous lui écrivez un prompt en anglais, là je précise bien que le prompt doit être en anglais, mais si vous lui présentez un prompt en anglais où vous lui dites que vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, qu'il doit lui-même utiliser la langue de Molière, donc il doit faire appel à des intervenants qui ne parlent qu'exclusivement français. Vous rédigez ça en anglais et vous allez avoir un podcast qui va être généré dans la langue de Molière et qui sera tout à fait compréhensible. L'audio aura une petite consonance anglophone avec des accents, mais c'est tout à fait audible et c'est assez bluffant. Je reviens sur mon Gemini. Et donc en fait ici, une fois qu'il a eu terminé le travail, donc j'ai cliqué sur générer un résumé audio et il m'a créé en fait un podcast qui est prêt à écouter. Bon, évidemment, vous n'aurez pas le son, mais le podcast dure 12 minutes. Et pour la petite histoire, j'ai pris en fait ce podcast-là, je l'ai injecté dans Google AI Studio. Donc, vous voyez que c'est bien le podcast que je lui ai donné. Je suis resté en Gemini 2.flash et je lui ai demandé de me faire un résumé audio en gardant une structure assez claire et de chapitrer l'audio. Et on voit bien que l'audio traite du sujet abordé et qu'il est quand même relativement complet. Bon, pendant 12 minutes, il aborde toute la thématique de l'intelligence artificielle de l'Antiquité à nos jours. Voilà, si vous comprenez la langue de Molière, la langue de Shakespeare, donc si vous comprenez bien l'anglais, il n'y a pas de souci, vous savez écouter ce podcast, d'ailleurs assez plaisant et assez sympathique à écouter. Voilà pour cette partie-ci. Voilà, ben, c'est bientôt, on a presque fait le tour de tous les outils de Google Gemini et je vous avais promis une surprise au début de cette vidéo, on y est. Si vous revenez sur Google Gemini et que vous tapez sur arrobase, vous allez voir en fait tout l'écosystème de la Google Workspace qui va faire son apparition dans Gemini, avec tout ce que ça implique évidemment. Je vous laisse deviner tout ça. On va y revenir tout de suite. Je vais vous montrer comment activer cette fonctionnalité si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur. Donc si vous venez
sur votre environnement en bas à droite. Je vais juste déplacer ma caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc si vous venez cliquer sur le bouton paramètres et que vous venez sur application, vous allez voir en fait que Gemini a intégré maintenant toute la productivité à la suite Google Workspace. Donc il faut que vous ayez encore une fois cliqué sur paramètres, application, et vous allez vous retrouver dans cet environnement-là. Il faut bien vérifier que toutes les 15 productivités, voyage, contenu média soient toutes cochées pour que vous puissiez avoir accès à la panoplie des services Gemini dans votre environnement Google. Ça, c'est une première chose. Je vais repasser maintenant sur Gemini, lui demander une nouvelle discussion. Et comme j'ai fait l'activation, je vais faire par exemple @gmail. Et avant d'aller plus loin, je vous montre comment vérifier et activer le service par exemple dans Gmail. Mais une fois que vous le réactivez dans Gemini et dans Gmail, il va se déployer maintenant normalement sur toute la suite Google Workspace. Donc vous venez cliquer ici sur votre petite tuile pour récupérer les applications Google. Vous lancez par exemple Gmail, puisque ici je vais faire une recherche sur l'environnement Gmail. Voilà, je suis dans ma boîte aux lettres. Je vais cliquer sur la petite roue dentée. Je vais donc dans les paramètres. Je vais voir sur tous les paramètres. Et ici, je descends dans les fonctionnalités intelligentes. Et juste en dessous de fonctionnalités intelligentes, vous avez ici fonctionnalité intelligente de Google Workspace. Donc ça se situe ici, voilà, cette partie-ci, ici, là. Vous cliquez sur fonctionnalité intelligente et là aussi, vous faites bien attention que tout est bien activé pour pouvoir passer à la suite. Voilà, je vais revenir maintenant sur mon environnement Gemini. Voilà, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, tout simplement parce qu'apparemment il y a une limite en termes de date. Donc au lieu de faire la demande sur les jours, vous avez vu que j'ai demandé les 3 derniers jours, il m'a dit qu'il ne peut pas reculer, il ne peut pas faire de recherche sur plus de 2 jours. Donc plutôt que de rechercher en termes de jours, j'ai recherché en termes de quantité de mails. Mais ça revient au même, le résultat est pareil. Je vous montrerai, hier j'ai fait une recherche en mettant les 2 derniers jours et effectivement là j'ai la liste complète parce que j'avais reçu plus de mails il y a 3 jours. Voilà, tout simplement. Mais on a bien effectivement voilà, dans les nouveautés, alors il les classe par catégorie. Donc nouvelles, sécurité, cours et autres. Alors j'ai volontairement fait la démonstration sur mon mail privé et pas sur mon mail institutionnel pour une question de RGPD évidemment. Mais voilà, ça peut vous donner pas mal de possibilités. Un autre qui peut être aussi intéressant, c'est par exemple aller chercher une vidéo YouTube. Je ne vais pas le refaire en direct parce que je l'avais déjà lancé, mais je vais vous montrer le résultat qu'il m'a donné par rapport à des recherches qu'il a faites sur l'environnement. Voilà, donc je vous montre ce que j'avais fait sur Gemini avec le YouTube. Donc j'ai fait des recherches. Ici par exemple, j'avais été chercher une vidéo YouTube. Donc ici c'est une vidéo YouTube de notre équipe. Donc en fait on avait fait un webinaire qui durait une heure et demie, un peu plus je pense. Et donc je lui ai simplement collé le lien @YouTube avec j'ai fait appel à l'app YouTube avec le arrobase en sélectionnant YouTube, comme ici, je lui ai mis l'URL et ensuite je lui ai demandé résume-moi la vidéo en mettant en avant les moments forts. Et évidemment, il m'a listé les moments forts. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il propose directement l'horodatage lié au moment fort. Donc si je clique par exemple, je vais prendre l'explication où on montre une astuce sur les PDF, elle se trouve dans la vidéo à 12 minutes 43, vous avez un lien de la vidéo juste en dessous, vous recliquez sur ce lien là
qui qui est trucs et automatiquement il se astuces en positionne à la minute PDF. désirée et Alors, la on manipulation de relance et on PDF, voit à ce moment-là sujet le passage où classique. on parle justement Souvent, le premier voilà, truc classique astuces aussi, par rapport c'est, au bon ben voilà, on vous envoie un document, PDF. on vous Voilà. demande de le modifier. Voilà. Je vais arrêter ici cette petite démonstration là. Une autre petite démonstration que j'ai faite, toujours avec l'onglet vidéo. Donc je lui ai proposé un lien de nouveau, YouTube, et je lui demande de me générer un questionnaire QCM de 10 questions à partir de la vidéo. Alors la première fois que je lui ai demandé la requête, il m'a proposé le questionnaire avec le rotatage, mais il n'en a pas fait un QCM. Donc j'ai préciser ma question en lui disant ok c'est bien, c'est bien 10 questions, mais moi je veux que tu me génères un QCM, donc je lui ai précisé ce qu'était un QCM pour que ça soit clair pour lui, et à ce moment-là effectivement il m'a refait mes questions en me proposant systématiquement trois choix, je ne l'avais pas précisé mais ici il a mis trois choix, et en face de la bonne réponse ben, vous avez le redatage. Donc si je viens voir par exemple comment s'appelle la rue principale de l'île Saint-Louis dans la vidéo, eh bien voilà, la vidéo se trouve ici en bas. Si je clique ici dessus, eh bien automatiquement, Ou d'activité de il me commerce. positionne. Donc ça Les petites maisons, les rues c'est plutôt étroites pas mal pour et surtout la rue si je Saint-Louis-en-Lille, dois la rue éventuellement faire principale, attention incontournable. à l'édition de Nicolas nous y emmène. voilà. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. J'espère que toutes ces petites présentations d'exercices que j'ai fait vous seront utiles éventuellement dans vos cours. Dernière présentation, j'ai fait aussi, mais ça vient pas de moi, ça vient d'un prompt que j'ai trouvé sur le Pédagogkit. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo, mais j'ai notamment trouvé un prompt qui est hyper puissant pour par exemple faire de la révision de conjugaison en anglais. Alors le prompt ne vient pas de moi, hein. J'ai fait un copier-coller du prompt je pense d'un prof de langue qui a fait ça et qui a déposé ça sur le site du Pédagogkit, mais vous aurez le lien. Et donc voici le prompt. Vous le retrouverez dans la vidéo. De nouveau, j'ai appliqué le raisonnement Gemini 2.5 Pro et on voit le résultat ici. Franchement, c'est bluffant. Vous pouvez choisir votre verbe. Voilà, ici par exemple, to eat. Vous choisissez la personne, hein, première personne du singulier, deuxième personne et ainsi de suite. Voilà, on va prendre la troisième personne. Vous lui donnez le mode, hein, affirmatif, négatif et ainsi de suite. Et puis à ce moment-là, ben voilà, vous pouvez éventuellement vous réexercer, vous pouvez cacher le sujet, le verbe et le participe. Et vous avez même un bouton pour la prononciation. Alors vous ne l'entendrez pas, mais si vous faites un copier-coller du, du prompt et que vous lancez la requête avec l'option Canva, vous allez voir que vous avez la prononciation He has eaten. qui se fait quand vous cliquez sur le bouton prononciation. Pour l'avoir essayé de nouveau, hein, le code est ici. Et il fait appel dans ce cas-ci, je pense, à la fin, à une API pour pouvoir justement activer ce bouton prononciation et générer le text-to-speak. Je regarde ici, voilà, ça se trouve ici. Hein. Donc il charge en fait une synthèse vocale et il fait appel à la synthèse vocale pour compléter le code et pouvoir l'utiliser dans ce petit exercice. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour avoir tenu bon jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.